Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est bien sûr en introduction, c'est de biodiversité et savoir est-ce qu'il y a une crise ou pas de crise de la biodiversité aujourd'hui finalement. Et je commencerai par vous parler de posture. Quelle est notre posture dans le monde d'aujourd'hui, sur la planète d'aujourd'hui ? On peut parler, depuis l'émergence des monothéismes, qui est un Dieu finalement totipotent. Dieu a créé le monde et par conséquent le monde est à sa disposition. Le monde obéit aux règles qu'il a fixées. Et le monde est fait pour que les humains s'en servent, les animaux, les plantes sont là, c'est dit d'ailleurs dans tous les textes des grandes religions monothéistes. Ils sont là pour servir l'homme. L'homme doit pouvoir les utiliser aussi largement qu'il le peut. À partir en gros, un peu après la Renaissance en Europe, la science arrive, et notamment au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle. Il y a une émergence d'idées de nature qui se forgent. La science apporte de plus en plus d'explications à des choses qui paraissaient surnaturelles auparavant. Mais dans tous les cas, notre posture est de nous situer à côté de ce qu'on a l'habitude d'appeler la nature, tout simplement. Donc il y a nous, en gros la culture, et puis il y a à côté, il y a la nature, c'est-à-dire tout le reste. Autrement dit, on est dans une posture qu'on peut qualifier de dualiste, nous d'un côté, la nature de l'autre. Je crois que j'ai une image là-dessus d'ailleurs. Et il faut qu'on bascule dans une posture différente qui est nous avec la nature, qui est nous dans la nature. Qu'on peut, et c'est Catherine Larère qui la qualifie de cette manière-là, c'est le monisme. C'est-à-dire que nous sommes partie intégrante de la nature. Scientifiquement, c'est pour ça que je vous ai représenté derrière moi l'espèce de cercle avec des couleurs, c'est un arbre du vivant, ça représente les parentés entre tous les êtres vivants qui sont sur cette terre. Donc il y a toutes sortes de choses, les métazoaires, là, les animaux sont en bleuté là-dessus. On est là-dedans, et scientifiquement, une posture moniste est la bonne posture. Maintenant, après, culturellement, c'est une autre affaire. C'est un peu compliqué de se penser complètement au sein de la nature, surtout que si on se pense trop au sein de la nature, on peut finalement se déresponsabiliser, puisque tout ce qu'on fait, ça vient de notre évolution, ça vient de la nature. Il n'y a pas de raison qu'on nous reproche de faire des bombes, alors que les castors font des barrages. Et on ne va pas reprocher à un castor de faire un barrage, quoique. Alors, par ailleurs, on est dans une situation un petit peu paradoxale. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à massacrer la planète, et en même temps, on aime la nature, entre guillemets. Ce qu'on appelle la nature, donc ce qui est tout sauf nous. Donc on est un petit peu dans ce paradoxe de préservation. Autrement dit, on aime contempler la nature. Ici, c'est une image du Jardin des Plantes, donc du muséum, à gauche. Et puis à droite, j'ai mis une image qui est magnifique d'ailleurs, qui est une mine de lignite en Allemagne avec des produits acides qui génèrent ces magnifiques couleurs dans la mine de lignite, qui est une mine à ciel ouvert. Donc la pollution peut être belle par certains aspects également. Donc on est dans ce paradoxe d'aimer contempler, mais en même temps de l'altérer. Par ailleurs, on est dans une forme d'ignorance de plus en plus importante de ce qu'est le monde qui nous entoure, en particulier le monde vivant. Qui sont ces oiseaux, les deux de la ligne du haut, un chardonneret élégant, un pinson. On est dans une forme d'amnésie environnementale. Il y a 2 fois moins de moineaux dans les rues de Paris qu'il y en avait il y a 15 ans. Mais il y en a toujours. Alors on ne s'est pas bien rendu compte comment ça a décliné. Et ce n'est pas une hécatombe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où on s'est réveillé en ouvrant sa fenêtre et en voyant des moineaux morts partout sur les trottoirs. C'est simplement de génération en génération, il y en a moins. Donc il y a cette forme d'amnésie environnementale qui est un petit peu l'amnésie qu'on a quand on se réveille le matin et qu'on se regarde dans le miroir et qu'on a l'impression d'avoir la même tête que la veille, ce qui n'est pas faux. Mais si on prend une photo d'il y a 15 ans, on va dire « Ah oui, quand même, j'ai plus la même tête ». Donc il y a cette amnésie aussi pour la biodiversité. Et puis il y a une forme de négationnisme, de refus de voir ou d'entendre ce qui se passe autour de nous. Oui, mais c'est peut-être pas si grave quand même, et puis on verra bien. Puis de temps en temps, il y a quand même des oiseaux qui reviennent, il y a des bonnes nouvelles de temps en temps. Et puis au milieu de tout ça, on a quel rôle donner à l'histoire naturelle ?
puisqu'on est dans ce paradoxe d'ignorance finalement du monde vivant qui nous entoure, et on a un besoin d'histoire naturelle, et cette histoire naturelle, elle a participé pourtant à forger les sociétés, à forger des citoyens, à différents moments de l'histoire en général. Ça a été le cas au siècle des Lumières avec Buffon, puis un peu plus tard Lamarck. Ça a été le cas au moment de la naturphilosophie en Allemagne, avec des gens comme Goethe, par exemple. Ça a été le cas dans l'Angleterre de Darwin, où à chaque fois, les conceptions de l'histoire naturelle ont permis aux sociétés de s'ancrer sur la planète, de mieux s'installer sur la planète. Et aujourd'hui, on est dans ce paradoxe où, alors même qu'on en aurait le plus besoin, c'est là où on est finalement le plus éloigné de ces connaissances en histoire naturelle. Il y a un vrai déficit culturel. Il y a un déficit culturel qui est que si on pose la question à pas mal de citoyens sur qui sont ces deux oiseaux tout en haut des images, ils vont dire « je ne sais pas ». Si on dit je suis vraiment très très heureux de savoir que Victor Hugo vient d'avoir le prix Goncourt pour avoir écrit Le bourgeois gentilhomme, on va passer pour le dernier des crétins. Si on considère qu'une huître est un crustacé, ça passera facilement, alors que l'erreur est du même ordre. Donc vous voyez, on est dans cette situation un petit peu bancale. Alors au-delà de ça, où est-ce que nous en sommes en 2023 ? On exerce de grands facteurs de pression sur les environnements. Le premier facteur qui pèse sur la biodiversité, c'est l'occupation des espaces, à travers des grandes surfaces agricoles, l'urbanisation et des choses comme ça. Donc ça, c'est le premier facteur qui pèse. Il y a bien sûr la pollution, il y a le changement climatique, il y a la surexploitation des ressources, et il y a le déplacement d'espèces qui potentiellement peuvent devenir invasives. Donc on connaît très bien ces facteurs de pression, et il ne dépend que de nous de pouvoir les modifier. Maintenant, savoir où nous en sommes exactement. Alors, on sait qu'on exerce des pressions sur la biodiversité, on sait que ces pressions sont importantes, mais il faut se situer sur une trajectoire. C'est-à-dire, où est-ce qu'on est, quel type de trajectoire ? Est-ce que c'est une trajectoire assez tranquille ? Est-ce que c'est une trajectoire plus redressée ? Où est-ce qu'on est sur la trajectoire et à quelle vitesse on se déplace sur la trajectoire ? Le seul moyen de le savoir, c'est de se rapporter à des crises du passé. Et si on regarde dans le passé géologique de la Terre, sur les 500 derniers millions d'années, il y a eu 5 crises majeures, il y en a une cinquantaine d'autres, mais il y a 5 crises majeures qui peuvent nous servir de point de comparaison. Alors si on regarde ce qu'ont été ces crises majeures, on s'aperçoit que les ingrédients d'une crise sont bien là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est face au même processus, à savoir un processus multifactoriel et un processus insidieux sans hécatombe, comme je le disais pour les moineaux et les oiseaux en général. Il n'y a pas d'hécatombe. Toutes les crises du passé géologique ont fonctionné de cette manière-là par des déclins de succès reproducteurs. C'est-à-dire que de génération en génération, il y a de moins en moins d'individus. La meilleure preuve, c'est que dans les bancs fossiles qui marquent le niveau d'une crise, ils ne sont pas bourrés de fossiles, dans les bancs sédimentaires. Ils ne sont pas bourrés de fossiles qui signeraient une hécatombe. Au contraire, ils sont vides. Il n'y avait plus personne. C'est ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire aussi, quand on regarde le nombre d'espèces qui se sont déjà éteintes, on est au tout début du chemin. Donc on est vraiment au début. Par contre, on s'engage très vite sur ce chemin. C'est pour ça que j'ai écrit un livre, donc là c'est ma page de publicité, qui s'appelle « À l'aube de la 6e extinction », parce qu'on est bien sur la trajectoire d'une 6e extinction, mais on est au début de cette trajectoire. Maintenant, on se déplace très vite sur la trajectoire. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est au début. La moins bonne nouvelle, c'est qu'on se déplace vite sur la trajectoire et que c'est bien une trajectoire de 6e extinction. Une autre bonne nouvelle, c'est que nous sommes à l'origine du problème et ça veut dire qu'on est aussi à l'origine des solutions. Si c'était une grosse météorite qui se dirigeait vers la Terre, on ne pourrait pas y faire grand-chose. Là, on peut éventuellement bouger, sous réserve de vouloir le faire. Donc maintenant, pourquoi agir et comment agir ? D'abord parce que Homo sapiens, on n'est pas une super espèce. On se croit très fort parce qu'on ouvre une armoire à pharmacie, il y a plein de médicaments, il y a de la médecine, il y a des aides de toutes sortes et on se pense très puissant finalement. On n'est pas tant que ça. Notre fenêtre physiologique, notre fenêtre adaptative, elle est relativement étroite. Il y a eu une étude récente qui a été faite qui montre que si on installe un individu jeune sur une chaise en bonne santé, quelqu'un en bonne santé, non fumeur, de 25 ans, et qu'on augmente la température et l'humidité, à partir d'un peu plus de 40 degrés et 50% d'humidité, ce qui est quand même une atmosphère très sèche, il est en stress physiologique. Ça ne veut pas dire qu'il va tomber mort par terre, mais ça veut dire qu'il va taper dans ses réserves, qu'il va être sous stress, et que si ça se reproduit trop souvent, il va raccourcir son espérance de vie.
Et si on met quelqu'un de vieux, malade et fumeur, alors là, par contre, il risque de mourir. Donc on a cette fragilité d'Homo sapiens. On a une fragilité des écosystèmes qui, au-delà d'un certain seuil, peuvent basculer dans de nouveaux équilibres, même s'ils ont une certaine résilience. Et puis, nos sociétés sont installées depuis des milliers d'années sur une planète qui est stable. Elle ne nous paraît pas si stable que ça, parce qu'on a des moments où il pleut beaucoup, comme en ce moment, des moments où il ne pleut pas, des années plus chaudes, des années moins chaudes, même si en ce moment, toutes les années sont un peu chaudes. Nos sociétés sont installées sur cette stabilité, et notamment nos sociétés industrielles depuis 150 ans. Et les premières qui vont être déstabilisées par des changements majeurs, qu'ils soient climatiques ou des changements d'écosystème, ça va être nos sociétés. Ça ne va pas être le vivant lui-même. J'ai aucune inquiétude sur la survie du vivant sur Terre. J'ai une assez forte inquiétude sur la manière dont nos sociétés vont pouvoir continuer de fonctionner, éventuellement sur la survie d'Homo sapiens. Alors pour agir, il faut qu'on sorte d'une logique de territoire. Ce sont des territoires spatiaux, c'est-à-dire que la COP15 de Montréal sur la biodiversité nous a dit qu'il faut protéger 30% des océans, 30% des continents. C'est très bien, mais ce n'est pas pour autant qu'il faille faire n'importe quoi sur les 70% restants. Et c'est même sur les 70% restants qu'on a le plus de marge d'action. Si on investit une certaine quantité d'énergie humaine ou financière, c'est là que les choses les plus importantes sont à faire. C'est-à-dire que c'est là où on se comporte le moins bien qu'on devrait le plus agir, finalement, si on veut que notre investissement soit le plus rentable possible. Il faut aussi sortir d'une logique de territoire entre compartiments de la société. Il faut que les scientifiques sortent de leur tour d'ivoire et quittent leur habit de chevalier blanc pour aller parler à des affreux industriels, par exemple. Que je dis affreux entre guillemets, je vous rassure. Mais c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Il faut qu'on arrive à dialoguer. Les sujets sont trop importants pour qu'on les laisse seulement entre les mains de spécialistes. Il faut des sciences humaines et sociales, il faut des sciences naturelles, il faut des dialogues entre compartiments de la société. Et c'est ce que j'ai essayé de faire le plus possible quand j'étais au muséum et que je continue encore, y compris aujourd'hui. Donc il faut briser des limites. Il faut arriver à penser autrement, c'est-à-dire qu'il faut adapter nos pratiques au changement de l'environnement et non pas l'inverse, c'est-à-dire essayer de contraindre l'environnement le plus possible et continuer avec les mêmes pratiques. Je vous mets un exemple caricatural avec une inondation dans un champ. Bon, le réflexe habituel, c'est on draine. Maintenant, si on acceptait de planter des haies, ça retiendrait l'eau, ça éviterait une partie des inondations et ça permettrait surtout d'avoir toujours de l'eau pendant l'été. Donc il faut qu'on arrive à penser de manière différente. Penser autrement quand on est une entreprise, ça veut dire aussi que les sujets de biodiversité et d'environnement, ce n'est pas un truc annexe qu'on regarde éventuellement en pied de tableau Excel quand on fait le bilan de l'année en disant il me reste un peu d'argent, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour la biodiversité ? C'est quelque chose qu'on doit introduire dans la réflexion en amont dans la stratégie de l'entreprise. Alors là, je suis très caricatural. L'entreprise, je la réduis à on a une idée de produit, on le fabrique, on nous attribue un prix et on le vend. Alors vous allez ricaner et vous aurez raison. C'est un peu plus complexe que ça, mais en gros, quand même, c'est ça. Penser la biodiversité en amont dans les stratégies d'entreprise, c'est aussi ça, penser autrement. Et on a tous des marges de progression. Et donc, en synthèse, parce que le rôle des entreprises est absolument central là-dedans, c'est là qu'il y a les moyens, c'est là que sont les outils de production. Il y a le rôle des citoyens, il y a le rôle des politiques, mais je pense que le rôle des entreprises est encore plus important. C'est là que se passent les choses, c'est là qu'il y a des vrais leviers d'action, des vraies marges de progression si chacun y met un tout petit peu du sien. Et ce n'est pas de l'écologie punitive, pas du tout, mais il faut qu'on sorte d'une logique d'affrontement et qu'on réconcilie finalement une démarche écologique qui est nécessaire pour tous avec une démarche économique, sachant que de toute manière, on n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire que le critère environnemental, si on ne le prend pas suffisamment en compte en disant « mais j'ai mon critère social, j'ai mon critère économique », ça va revenir comme un boomerang et ça va affecter à la fois le social et l'économique de manière bien plus violente que si on avait fait des efforts le mieux possible auparavant. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Bruno David. Est-ce qu'on a le temps pour éventuellement une petite question dans la salle ? Une. Alors, qui se jette à l'eau ? Madame. Bonjour, Élise Bombeau, Greenflex. Pensez-vous qu'il faille attendre d'avoir des métriques pour agir ? Moi, personnellement, je ne le pense pas, puisqu'on connaît les 5 facteurs de pression et on connaît nos dépendances, mais beaucoup du monde financier s'agite sur les métriques. D'où ma question. Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui travaille dans le monde financier pas plus tard que ce matin.
Et je lui ai dit à peu près la même chose. Écoutez, on n'a même pas besoin de connaître. Alors c'est paradoxal que ce soit un scientifique qui vous le dise, mais à la limite, on n'a pas besoin de savoir comment fonctionnent les écosystèmes. Agissons sur les facteurs de pression, on sait que ça aura un effet, on n'a même pas besoin de le quantifier. On peut quantifier l'effort qu'on fait sur les facteurs de pression, combien de surface vous utilisez en moins, combien de surface vous avez éventuellement renaturé, combien vous polluez en moins, et ça ira très bien. Vous pourrez le quantifier, vous, entreprise, et on sait que ça aura un effet positif. Donc, je suis totalement aligné avec votre remarque. Merci. Merci beaucoup. Donc, je crois qu'on peut vous applaudir et vous libérer.